Et comme prévu, on démarre donc par le drame de Crépol et la marche blanche qui a eu lieu aujourd'hui, sans compter un sondage aussi que nous allons évidemment évoquer. Ouais, on reviendra juste après sur le sondage, mais juste avant, vous le disiez, plusieurs milliers de personnes qui ont donc défilé en silence ce mercredi à Romans-sur-Isère en hommage à Thomas, ce lycéen de 16 ans. Ils étaient 6000 selon les gendarmes. Il est décédé, on le rappelle, dimanche de coups de couteau reçus en marge d'un bal dans son village de Crépol. 9 personnes sont actuellement en garde à vue. Cette marche, on y était aujourd'hui. On va tout de suite écouter l'une des participantes. On veut soutenir les parents de Thomas, ses amis blessés, ses coéquipiers du rugby, les enseignants, tout le monde. Les parents sont très choqués, sont très meurtris. Ils se rendent compte qu'en fait, ils auraient pu aussi perdre leur enfant. Votre enfant va à un bal, va s'amuser, en fait, il ne revient pas. Donc tout le monde est très choqué. En fait, on est tous touchés. On peut pas ressentir ce que ressentent ses parents, mais tout au fond de nous, comme nous sommes parents, nous pouvons un petit peu ressentir ce manque qu'il doit y avoir, cette détresse et puis cette injustice en fait. Peut-être on pourrait tout de suite, chère Julie, avant de parler du sondage, demander à Guillaume Farde où on en est de l'enquête et comment ça avance du côté des gardes à vue de ceux qui ont été interpellés. Des gardes à vue, on peut dire qu'il y en a 9 et qu'il y a parmi ces gardés à vue un homme qui est suspecté d'avoir porté le coup mortel au jeune Thomas. On sait que cet homme qui est suspecté à ce stade est de nationalité française, que sa mère l'est également, qu'à Romans-sur-Isère, il n'est pas originaire du fameux quartier, vous savez, qui avait été pointé du doigt assez rapidement. Il est originaire du centre-ville de Romans-sur-Isère. Voilà ce que l'on sait. Il est majeur, mineur ? Il est majeur. Maintenant, ce qui reste à déterminer, c'est aussi les raisons pour lesquelles cette bagarre ou ces affrontements qui ont conduit à la mort du jeune Thomas ont été déclenchés. On y voit aussi un petit peu plus clair sur le fait que d'abord il y a cet agent de sécurité qui avait refoulé une partie d'entre eux. Ils ont appelé d'autres personnes qui sont venues en renfort. Et ensuite, ça a été beaucoup plus violent. On y voit aussi plus clair sur les antécédents judiciaires. Des personnes qui sont actuellement gardées à vue. Le procureur de la République s'est exprimé. Ce jeune homme qui est suspecté d'avoir porté le coup mortel avait notamment 2 mentions, ce qui nous est dit au casier judiciaire. Il y avait le fait que, notamment, il avait été condamné pour un port d'armes prohibé, notamment les armes de catégorie B, c'est-à-dire des armes blanches. Il avait déjà un couteau sur lui. Et leur avocat a déjà parlé, je crois. Oui, l'avocat de plusieurs des suspects. Alors, vous l'avez dit, on ne connaît toujours pas la motivation. On ne sait pas s'il venait pour en découdre, s'il venait pour participer à la soirée. Ça reste très flou. L'avocat, en tout cas, l'affirme. Il venait pour passer du bon temps. On écoute. C'est une soirée évidemment qui a dégénéré, mais c'est une soirée pour laquelle chacun venait pour essayer de passer un peu de bon temps, profiter de leur jeune vie. Et voilà, c'est un drame qui s'est passé à cet instant. On n'en sait pas plus pour le moment. Eux, ils venaient pour faire une soirée. Ils étaient à la soirée. Ils étaient dans la salle. Ils étaient dans la salle. Ce sont des jeunes gens qui vont à un certain nombre de soirées, évidemment, qui sont habitués à pouvoir sortir, à fréquenter du monde. Voilà, on essaye de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. L'enquête et la justice dévoilera la vérité sur les éléments qui ont pu se passer dans cette nuit du 18 au 19 octobre. Mes clients ont eu évidemment des mots pour la famille, des mots de compassion. Ils partagent tous le drame qui a pu se dérouler cette nuit-là. Et évidemment, ils sont solidaires de ce qui a pu se passer, de la peine de la famille, des proches de la famille et de l'ensemble des gens qui sont touchés par cette affaire. Ludovic Toro, je vous vois déjà réagir au propos de l'avocat. Oui. Je dois dire qu'en ce moment, les avocats, que ce soit pour les sénateurs qui droguent des députés ou les jeunes effectivement accusés de meurtre, les avocats ne sont pas spécialement doués. Je dirais que le niveau baisse là aussi parfois. C'est une blague, sérieux. D'abord, c'est son métier, on ne va pas lui en vouloir. Mais à ce moment-là, dire que c'est des jeunes qui venaient s'amuser tranquille, c'est des jeunes partout qui font ça. Ils retournent chez eux, ramènent des kilos de 30 cm. Arrêtons un peu. Ce sont des criminels. C'est un acte prémédité. Disons les choses comme elles sont. Alors cet avocat, il dit ce qu'il veut, mais c'est un peu blessant quand même. En disant qu'il pense à la famille de ce jeune qui est mort, ça me fait un tout petit peu mal quand même. S'ils auraient pensé, ils seraient pas venus avec des couteaux de 30 cm. C'est pas des opinels, hein. C'est des 30 cm. C'est venu pour tuer. Et ils ont tué. Donc l'avocat fait son boulot, je veux bien, on ne connaît pas toute l'histoire encore, je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, je rappelle que c'est quand même un petit village de 500 habitants. Hein. Pour un bal, je veux dire, on n'est plus dans les quartiers reconnus habituellement pour avoir ce genre de choses. Là, c'est une petite ville. Combien d'habitants vous avez à Coubron, dont vous êtes maire ? Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, et bon, c'est une zone environnementale, j'ai que seulement 5000 habitants.
parce que j'ai décidé de protéger et de faire 80% en espace vert en Seine-Saint-Denis. Mais néanmoins, cette chose arrive partout maintenant. C'est plus à un endroit bien. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'à Coubron, vous sentez la violence monter? On la sent tous partout, parce que je suis aussi médecin. Ça fait des années qu'on voit la violence monter. C'est plus un fait divers. C'est un fait de société. C'est un fait de notre vie. C'est clair. C'est une préméditation. C'est presque un attentat. Je le dis comme je le pense. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de tuer quelqu'un. Et ils l'ont fait. Tout ça parce qu'on trouvera toutes les excuses du monde pour dire qu'ils ont été refoulés et tout. Mais quelque part, qu'on n'en fasse pas passer. Je ne les ai pas excusés d'avoir été refoulés. Non, c'est pas de vous que je parle. Excusez-moi, je vous ai regardé. Je le vois plus. Il est parti, l'avocat en question. Mais excusez-moi, il n'y a aucune excuse à cela. Surtout quand c'est prémédité. Voilà. Oui, réagir, Natacha Polony. Oui, évidemment, on va attendre justement de savoir plus amplement exactement l'enchaînement des faits. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en effet, quand on transporte des couteaux de 20 à 30 cm, c'est déjà qu'on a une intention qui n'est pas la simple intention de s'amuser. Et derrière, il faut bien comprendre que c'est devenu, j'allais dire, une habitude. Je lisais dans un article de presse locale, justement, des habitants de ce quartier de la Monnaie qui expliquaient que c'est parce que, avec l'augmentation du trafic de drogue, les jeunes eux-mêmes ont peur et se mettent à se promener avec des couteaux. Non mais donc en gros, nous acceptons d'être dans une société dont les rapports sociaux sont à ce point violents, dans lesquels l'État n'a plus le monopole de la violence légitime, ce qui fait que les uns et les autres se promènent avec des couteaux. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, en effet, ces montées de violence. Alain Boer, qui était sur le plateau d'Yves Calvi juste avant, l'expliquait fort bien. C'était cette espèce de pulsion dans laquelle on va se laisser aller parce qu'on ne réfléchit pas aux conséquences, on tue, puis après on n'assume pas parce qu'en fait on n'avait pas anticipé qu'en effet un couteau de 30 cm ça tue. C'est tout cela qui est en train de se répandre. Tout de suite passer évidemment au contenu du sondage ELAB sur les Français et la sécurité, mais d'abord une réaction de chacun. Fred? Oui, je suis d'accord avec ce que disait Natacha, puisque beaucoup de policiers vous expliquent que les jeunes, quand ils se retrouvent en garde à vue, après avoir planté, on va dire des choses comme ça, se rendent compte à ce moment-là de la gravité de ce qu'ils ont réalisé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de bande. Vous pouvez dire les meurtriers en général, hein, d'ailleurs. Oui, non, mais là, je parle de témoignages de Baqueux, par exemple, avec qui j'ai pu parler, etc., de policiers qui vous expliquent que, en fait, voilà, il y a une soirée comme ça, ils ont les couteaux, etc., et le lendemain matin, ils prennent conscience de ce qu'ils risquent, en fait. Mais c'est complètement dingue, en fait, la déconnexion par rapport à la vie réelle. Cette déconnexion, pardon de le dire, et heureusement d'ailleurs on ne montre pas ces images sur les chaînes de télévision, mais on voit sur les réseaux sociaux aussi des réactions de jeunes qui ne sont pas forcément d'ailleurs directement impliqués dans cette affaire, mais qui sont des jeunes du même quartier, qui réagissent de façon totalement déconnecté à ce drame, comme si c'était... en disant ce qui se passe à Gaza, et puis on a vu le témoignage d'un certain Karim, c'était terrible, c'est même répréhensible. Ça fait même peur, énormément peur. Valérie Trierweiler. Oui, moi je trouve que parler d'attentat, c'est un peu fort, et même parler de préméditation, on n'en sait rien. Comme vous le disiez, des jeunes sortent avec des couteaux, je désapprouve totalement, attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On a l'impression que Thomas était ce genre de garçon gentil qui sans doute est allé apaiser une bande, enfin voulant sûrement chercher le dialogue, et c'est lui qui a appris. Et moi je pleure avec sa famille, c'est monstrueux de perdre un enfant de toute façon, et de cette façon encore plus. Mais ce qui est étonnant... Sans compter ceux qui sont à l'hôpital, grièvement blessés encore. Bien sûr. Et les séquelles qui peuvent... Et les séquelles, et puis tous ses amis traumatisés, etc. Mais bizarrement, j'ai regardé les chiffres sur une note de la Fondation Jean Jaurès pour m'appuyer sur des choses concrètes qui datent d'octobre 2023. Donc c'est tout récent. Il y a moins d'homicides aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y a 3 homicides par jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Ça veut pas dire je vous laisse terminer. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de violence. Il y a plus de violence, mais il y a moins d'homicides. 3 fois moins. 3 fois moins. Donc c'est pas rien non plus. Là, il se trouve que c'est un fait divers qui est extrêmement... qui nous prend aux tripes, qui nous prend au cœur, parce que c'est un enfant. À 16 ans, on est un enfant, et que ce jeune-là, en plus, était tout ce qu'il y a de plus gentil. Donc voilà. Avant de vous faire réagir, il y a moins de meurtres aujourd'hui. Parce que je sais que vous allez vouloir répondre à Valérie Trierweiler, quand même. Venons-en au sondage, si vous voulez bien, Julie. C'est un peu paradoxal au regard de ces chiffres. Voilà ce que dit notre sondage ELAB qui sort aujourd'hui pour BFM TV. Un adolescent de 16 ans tué par arme blanche, ils sont 88% à dire que c'est le symbole de la violence de notre société. La société est-elle plus violente? 81% disent que la violence augmente bel et bien. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs aussi, c'est quand on leur pose la question, y a-t-il beaucoup de violence là où vous vivez? 82% disent non. Mais là-dessus, Guillaume Fard, il y a un paradoxe. 30% d'homicides en moins, beaucoup moins d'homicides par rapport
il y a 30 ans. En 30 ans, ouais. Et pourtant, ce sentiment d'une société ultra-violente. Mais parce qu'en fait... Et après, Ludovic Toro et Natacha Polony. Il y a un point, c'est la distinction entre la perception et l'expérience. Je vais prendre un seul indicateur. La part des Français qui, en 2022, ont été victimes de coups et blessures volontaires. C'est-à-dire l'agression absolument gratuite qui est vécue de façon très traumatisante. Vous êtes agressé dans la rue, on va vous frapper. En plus, dans 85% des cas, on ne retrouve jamais l'auteur. Donc, vous vivez ça vraiment comme une meurtrissure. C'est 0,6% des Français. 0,6% des Français qui ont été victimes en 2022 de coups et blessures volontaires. Combien se sentent par ailleurs en insécurité? 81%. Vous voyez le décalage. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être victime de quelque chose, d'avoir expérimenté quelque chose pour avoir une perception. Et on pourrait prendre l'exemple des cambriolages. Je ne vais pas vous prendre tous les indicateurs, mais si vous n'êtes pas cambriolé vous-même, mais que votre voisin est cambriolé, ça compte pareil en termes de perception de l'insécurité. Alors que vous n'avez rien subi, à proprement parler. Votre domicile est intact. Mais vous avez un ressenti. Mais vous avez un ressenti. Monsieur Toro, il y a ce décalage entre la perception et l'expérience. Il n'est pas d'accord du tout. Un attentat, c'est un acte de violence contre les intérêts de la nation. Je ne parlais pas d'attentat. Non, mais je parlais pas. C'est pas contre vous. C'était par rapport à la remarque. Donc, c'est bien un attentat. Deuxième chose, excusez-moi, la violence, c'est pas seulement des morts. C'est aussi des blessés. Excusez-moi, il faut voir l'ensemble. On ne peut pas se baser que sur des morts. Il y a des blessés et des choses. Et ces actes-là d'atteinte à la personne ont augmenté. Oui, même si on a moins de morts, tant mieux. Mais attendez, la violence ne fait La violence passe aussi par des incivilités. Mais partout. Par les insultes. C'est En fait, créneau. quand vous êtes dans le métro, par exemple, que quelqu'un... C'est idiot, mais ses pieds sur le siège. Vous lui faites une remarque. Il commence à vous insulter, à vous menacer. On meurt pas. On n'est pas blessé, mais on ressent cette violence. On n'ira même pas porter plainte. On n'ira pas porter plainte. Et puis voilà. Et on même la remarque. En effet, je dis la remarque, on ne l'a fait plus. En fait, on regarde à qui on l'a fait. Oui, mais parce que quand c'est un gamin, on ose encore le dire parce qu'on a peut-être encore une certaine autorité. Si le type il fait 2 mètres ou ils sont 2, ben je ferme ma gueule parce que alors que je ressens cette violence de pas pouvoir m'asseoir et le type et voilà. Qu'est-ce que vous dites, cette violence même un seul à 2 mètres. Hein, oui, voilà. Mais cette violence-là, elle n'existe pas dans les homicides, dans les blessures, etc. Mais elle participe au sentiment d'être victime de violence. C'est tout le problème des analyses de beaucoup de sociologues sur la question de la violence. Et en effet, cette question des homicides, on l'entend depuis des années. De fait, la société, d'abord, si on prend sur le temps long, la société est moins violente qu'il y a un siècle, c'est une évidence. En revanche, sur les 40 dernières années, elle est plus violente, mais ça ne se traduit pas dans les homicides, ça se traduit dans des tas de faits et une espèce de continuum. Et je l'ai vu, moi, sur les questions de violence à l'école que subissent les enseignants, où pendant des années, les statistiques et les sociologues très savants sur ce sujet-là disaient que la violence n'augmente absolument pas. Or, en fait, le degré d'acceptation de la violence par les professeurs au sein des classes a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils acceptent un degré d'incivilité, d'agressivité qu'ils n'auraient jamais accepté il y a 40 ans. On est plus permissif aujourd'hui. Et de la part des parents aussi. Parce que, comme ça augmente, c'est finalement l'insulte paraît moins grave que, en effet, les coups, etc. Donc, du coup, on n'a plus le curseur. Mais pourquoi l'éducation, ça crée une souffrance et une laxisme de la société. Et alors, je suis désolé de le dire, mais il y a. On a vu par exemple dans les émeutes, 60% des gamins qui ont été arrêtés, qui avaient participé aux émeutes, n'avaient pas de présence masculine, n'avaient pas de père. C'était des familles, souvent mères isolées, monoparentales, etc. Donc la déstructuration de l'organisation familiale en France participe de cela. La disparition des pères, et j'accuse les pères, la disparition des pères au sein des foyers et aussi de l'autorité des pères. Car il y a un autre problème. À chaque fois, je prends mon téléphone dans ces cas-là parce que il nous sert, il est bien utile, il nous apprend des tas de choses et c'est un progrès formidable. Mais c'est aussi une des raisons de tout ce qui se passe en termes de violence. Parce que la violence écrite, aujourd'hui, elle est si fréquente, si banale, que elle se transforme, elle se traduit dans la rue aujourd'hui, cette violence. C'est-à-dire que ce qu'on croit pouvoir dire sur Twitter, sur Instagram ou ailleurs, aujourd'hui, on croit pouvoir le dire dans la vie aussi. Or, c'est vraiment aujourd'hui, il faut le dire, quelque chose avec qui tous les jeunes sont nés. Nous, on a un recul par rapport à ça. Mais ils ont un téléphone dans la main au berceau quasiment. Mais il y a quand même beaucoup plus de gens qui font des insultes de façon anonyme sur Twitter ou autre que dans la rue. Est-ce que franchement... Et qui vous demandent une photo dans la rue, hein, c'est ça? Oui, non, mais franchement, il y a assez peu d'insultes comme ça dans la vie
Oh, tous les quand même. jours. Plus qu'avant, plus qu'avant. parce Peut-être que- plus qu'avant, oui, mais parce que on s'habitue à ce genre de choses. Il faut le dire, on s'habitue à ça. Et puis surtout que c'est une nouvelle violence. Je vous rappelle qu'il y a encore un demi-siècle, on n'attaquait pas les enseignants, les médecins et les maires. Je sors du congrès des maires, excusez-moi. Oui, c'est une nouvelle Ça, c'est violence. certain. Avant, ils se tuaient entre Oui, bandes. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de morts. Maintenant, c'est contre les gens qui représentent l'autorité, ou la médecine, ou les maires. Mais voilà, donc ça a changé complètement. Vous avez reçu d'ailleurs des menaces directement. Vous avez Alors porté oui, bah alors plainte là, si on en parle, ça va piquer les yeux quand même, d'accord? Parce que je vais vous dire ce qu'il y a, parce qu'on entend beaucoup le gouvernement parler. Moi, ils sont venus, mais c'est pas une menace, ils sont venus chez moi à 23h30, ils ont sonné parce qu'ils n'étaient pas contents, je dirais pas qui c'est. Le lendemain, ils m'envoient un mot en me disant, maintenant on sait où vous habitez. Ok, ça me fait ni chaud ni froid. Je porte plainte il y a 6 mois. Pas de nouvelles. Voilà la réalité des faits, en fait. J'ai pas peur du tout, mais c'est sur le fait que je voulais donner une leçon à ces gens. Vous n'avez pas de nouvelles, ni de la police, ni de la justice. La police, bien depuis sûr que si. Je salue l'action de la police qui m'a reçu. J'ai Mais porté pas de la plainte. justice. Et pas de la justice. Donc j'ai écrit au procureur, j'ai dit, on fait quoi? Et ces personnes sont identifiées, Bah, évidemment que je les connais par cœur. On connaît, vous savez, dans les... normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la violence commence par là. Moi, ça me fait pas peur et les maires n'ont pas peur. Mais sachez que certains, comme un de mes collègues, quand on rentre chez eux, voilà, la violence a changé. On va plus attaquer le gangster, le bon contre le mauvais. On va attaquer maintenant ce qui représente l'autorité et la République. Et c'est ça la vraie problématique. Et là, je dis une chose, il faut que la justice agisse rapidement. Rapidement. C'est ce que je dis aujourd'hui. Et c'est ça qui nous manque à tous, à la fois les maires, les citoyens, tout le monde. Il faut que la justice agisse Alors, et parfois, soit elle est efficace. capable, Et le oui. problème... et D'autant je- que la police, elle, pardon de le dire, agit, elle, Elle beaucoup fait son- plus Mais rapidement ils en ont qu'avant. assez, ils en ont assez, la police. Aujourd'hui, quasiment toutes les affaires sont très vite et Oui, très mais rapidement oui, mais élucidées. Ça Il faut le dire. dépend lesquels. Pardon. Ça dépend lesquels. Les cambriolages, c'est 9% d'élucidation. Pas les cambriolages, mais les agressions. Les coups et blessures volontaires, c'est 15% d'élucidation. Ça veut dire 85% des cas, on ne retrouvera jamais la personne qui vous a agressé. Et pour les homicides, c'est plutôt entre 2 tiers et 3 quarts. Non, moi, Ça veut dire un meurtrier sur 4 Dans le cas dont on parle, dans cette a affaire, été rapide, quand hein. même, il Ça a faut été bien le dire, rapide. ça a été très rapide. Ça a été très rapide, mais qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir en insécurité véritablement au quotidien? Les cambriolages, par exemple, c'est quelque chose qui est une source très forte d'insécurité parce que c'est tout un quartier, dans certains cas, tout un lotissement, toute une résidence pavillonnaire qui, pour un cambriolage pendant plusieurs années, peut se sentir en insécurité. Et on ne retrouve pas l'auteur. 91% de non-élucidation, c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, statistiquement, on retrouvera quasiment jamais celui qui vous a cambriolé. Et ça participe aussi du sentiment d'insécurité et en plus du sentiment d'injustice. C'est-à-dire de dire, mais j'ai été victime de quelque chose et on n'a jamais retrouvé l'auteur de celui qui a cambriolé mon domicile ou m'a agressé physiquement et il n'a jamais été présenté à la justice. Après, on fait beaucoup d'accusations à la justice, on dit la justice n'est pas assez sévère, etc. Mais la justice ne condamne jamais que les gens qu'on lui présente. Si on ne retrouve pas les auteurs et qu'on les lui présente pas... Oui, mais alors, elle les condamne. vous avez souvent contact avec les policiers. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a peu avec des baqueux, enfin des policiers de la BAC du 15e, qui travaillent la nuit et qui sont là pour faire des flagrants délits de cambriolage. Et ils vous expliquent qu'ils ne regardent plus le suivi des dossiers parce qu'ils sont écœurés de la faiblesse des peines. Ils disent non, on fait des flags en pleine nuit, on prend des risques, on met notre vie en danger, et derrière, on voit que la justice ne suit pas. Et ça aussi, ça participe de cette ambiance d'impunité. Natacha, vous avez 30 secondes. 30 secondes. Pour revenir à l'affaire de Thomas, il y a aussi la question des comportements, j'allais dire, claniques, qui consistent à dire « j'ai été refoulé d'une fête, j'ai été insulté, j'appelle tous les copains et on attaque ». Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit se développer, cette espèce de... pour un regard, quelque chose. Là, pour le coup, ça relève de l'éducation, et de l'éducation très tôt. C'est-à-dire qu'en effet, ça commence à l'école, ça commence dans la capacité à réprimer n'importe quel comportement de ce type-là, d'agressivité, de refus d'un apaisement ou tout simplement d'une capacité à se maîtriser pour une vie en société normale.